Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette autre édition de Droit de réponse sur Equinox Télévision. 50 ans après, le Code pénal du Cameroun s'est retrouvé cette semaine sur la table des élus du peuple à l'Assemblée nationale. C'est à la faveur d'un projet de loi portant modification du Code pénal déposé au Parlement lundi dernier. Le document révolutionnaire, selon certains observateurs, intègre des innovations dans le texte originel sous le prisme des conventions et traités internationaux avec en prime les évolutions de la société. Pourtant, la dernière sortie de l'Ordre des avocats a laissé transparaître quelques faiblesses et failles sur le nouveau projet. L'instance a en effet souligné quelques irrégularités et incongruités sur le texte en examen à l'Assemblée nationale. Des points essentiels qui, selon l'Ordre, exigent que le dit projet soit purement et simplement retiré du Parlement pour relecture par un comité d'experts. Jusqu'où peut aller cette démarche? Nous en parlerons dans cette édition de Droit de réponse. Ce dimanche également, nous nous intéressons à la prise de fonction des nouveaux délégués permanents, régionaux et départementaux du parti au pouvoir. La valse des installations entamée il y a quelque temps s'est achevée cette semaine par le Sud et le littoral. Des cérémonies grandioses, pas si loin des meetings qu'on a pu observer et qui font dire à des observateurs du landerneau politique qu'il y a comme une odeur de deux poids, deux mesures dans la notion de liberté de manifester des partis politiques au Cameroun. Enfin, nous dirons un mot sur cette affaire qui a intéressé la presse en cette fin de semaine. Il s'agit de la fusillade survenue jeudi dernier à la brigade de gendarmerie de Mbopi à Douala. Ce bilan, un mort, mais qui? C'est là la question. Une question à laquelle on devra répondre dans cette émission de droit de réponse, car les versions s'entrechoquent et diverses, celles du gouvernement et celles de la presse. On en parlera donc dans cette édition de droit de réponse. 3 thèmes à l'ordre du jour. Mais avant, nous ferons un arrêt au début de cette émission sur cette situation survenue ce matin dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Il s'agit de l'effondrement d'un immeuble. Bilan, 3 morts pour le moment. On en reparlera car c'est une situation qui fait suite à plusieurs autres situations du genre au Cameroun. Mais avant, nous ferons un tour de revue de presse, comme vous le savez, avec Flavien Dongo pour savoir comment est-ce que la presse a traité des sujets retenus ce week-end. Bonjour Flavien. Bonjour Albertine, bonjour à tous. Alors, 3 sujets à l'ordre du jour pour cette édition de droit de réponse. Bien entendu, 3 sujets. En tout cas, on va commencer par le code pénal qui fait des vagues depuis quelque temps, depuis le début de la semaine, et la presse n'a pas raté une seule occasion pour évoquer. D'ailleurs, la nouvelle expression qui annonce donc le dépôt du projet à l'Assemblée nationale souligne que le gouvernement veut intégrer donc les peines alternatives à la prison, la pénalisation de l'adultère et bien entendu la responsabilité des personnes morales. Selon d'ailleurs le quotidien du Carrefour Monacoman à Douala, Laurent Esso, qui est donc à la base de ce processus, au nom donc du gouvernement, brandit la peine alternative comme une sorte d'innovation dans cette révision du code pénal. Le rédacteur de l'article explique et qu'il sera aussi question pour le mis en cause de choisir entre payer l'amende ou alors effectuer un travail dont le bénéficiaire est une collectivité publique en substitution de l'exécution donc des dites peines. Alors dans le même journal fait savoir que Maître Kengoum, avocat au barreau du Cameroun, regrette que le gouvernement n'ait pas associé donc toutes les catégories professionnelles impliquées dans la chaîne judiciaire au Cameroun. Pour lui, donc, cette relecture du code pénal qui intervient donc 40 ans après devrait se faire avec les acteurs du secteur. Le quotidien Le Jour relève que le patron de la justice au Cameroun a préparé tout seul la loi en question. Dans l'article, donc, le journal précise néanmoins que Laurent Esso a fait appel à ses petits copains pour la cause. La nouvelle expression qui a donc suivi l'attitude donc des avocats à ce sujet nous apprend que ces derniers protestent avec la dernière énergie donc le comportement du ministre de la Justice qui a préféré aller confier donc un dossier aussi sensible aux députés qui n'ont aucune maîtrise de la chose. Dans un mémorandum, les avocats ont d'ailleurs exprimé leur mécontentement et ensuite faire donc des propositions pour l'amélioration du code pénal. Les avocats ont même exigé le retrait du nouveau code pénal des mains inexpertes des députés à l'Assemblée nationale. Le Jour, pour sa part, a même dévoilé les curiosités qui entourent le projet de relecture du code pénal déposé donc à l'Assemblée nationale et qui est donc en examen depuis le début du week-end, malgré notamment les dénonciations
disparition des hommes en noir. Autre sujet qui fait jaser également cette semaine et qui est traité aussi dans le cadre de cette autre édition de droit de réponse, c'est bien entendu le mouvement qui s'est déroulé au camp de la gendarmerie en Bopi ici à Douala. Le messager fait savoir qu'un forcené a donc ouvert le feu sur les gendarmes. Le messager rappelle que c'est donc un présumé malfrat interpellé par les éléments de gendarmerie de Mbopi qui a réussi à se saisir d'une arme alors qu'il était donc en train d'être entendu par un enquêteur. Au moment où la scène s'est déroulée, il était pratiquement 20 heures. Alertés donc, les autres éléments sont arrivés, puis s'en est suivi donc des éléments, des échanges de coups de feu durant plusieurs heures et pratiquement toute la nuit jusqu'au petit matin. L'ouvrage, en tout cas le journal fait savoir que la suite c'est la tuerie qui est donc survenue parce qu'il n'a pas pu supporter tous les coups de feu qui lui ont été d'ailleurs adressés par les éléments des forces de maintien de l'ordre. Finalement, il est décédé. La version semble donc divergente sur la question qui détient la vérité de ce qui s'est passé en Bopi. Aucun journal ne nous dit, mais chaque journal est allé de sa sensibilité pour expliquer exactement ce qui s'est passé, même si le gouvernement est sorti par après pour expliquer que c'est un malfrat qui a été donc interpellé par les forces de gendarmerie. Mais on apprend quand même que c'est un élément, un ancien gendarme qui est revenu, qui avait été révoqué et qui voulait en découdre avec d'ailleurs le patron de cette brigade Mbopi, parce que selon les sources du journal, c'est lui qui aurait été donc à la cause véritable de son départ du corps de la gendarmerie. En tout cas, le quotidien Le Jour a plutôt commenté la fin même de cet événement en disant que c'est un mort dans une fusillade à la gendarmerie de Mbopi à Douala. Pour le reporter, du coup, donc des coups de feu ont été entendus toute la nuit avec notamment de la riposte au niveau du matin, donc pour arriver à la fin de ce décès de ces derniers qui a été conduit donc finalement à la morgue de l'hôpital militaire de Douala. Donc le journal n'est pas allé des mêmes mortes pour expliquer que notamment le hebdomadaire Aurore qui a dit à propos qu'il s'agissait bien entendu d'un certain Mouamadou, un donc repris de justice qui avait été gendarme à l'époque et qui finalement a fait la justice parce que indélicatesse à cause notamment de son fonctionnement au niveau de la gendarmerie. Il fallait mettre un terme à ce fonctionnement-là en le chassant donc du corps. Et il n'a pas pu résister. Il est revenu à la charge pour en découdre avec le patron de cette gendarmerie. Question donc de marquer son passage sur terre. Alors pour terminer, Albertine, j'imagine que vous allez évoquer le cas du RDPC qui a également aussi procédé donc à la nomination des responsables au niveau des départements et les installations se sont d'ailleurs déroulées au cours du week-end dernier. D'accord, nous allons revenir là-dessus, mais avant de partir, Flavien Dongo, vous l'avez suivi, nous allons entamer cette édition droit de réponse par ce triste incident qui est survenu dans l'arrondissement de Douala 3e au lieu dit Ndokbat, pharmacie Ndokbat ce jour. C'est donc l'effondrement d'un immeuble, on le voit en image, un immeuble qui s'est donc effondré de ce côté-là cette nuit. On parle d'un bilan de 3 morts au moins. Vous avez été sur le terrain, Flavien. Est-ce qu'on peut nous donner des précisions sur ce qui s'est passé? Il faut peut-être noter que déjà que ça fait partie d'une longue série des immeubles qui s'effondrent quand même au Cameroun. On parlait de Yaoundé la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est Douala. Alors, quelles sont, ce que vous avez vu sur le terrain, les premières raisons qui sont évoquées? Vous faites bien de le rappeler que ce n'est pas le dernier cas. Il y a eu plusieurs cas ici à Douala et même dans plusieurs autres villes. Des maisons qui sont construites donc avec légèreté, des matériaux qui ne sont pas de bonne qualité pour un niveau, en tout cas un immeuble de plus de 3 niveaux. C'est ce qu'on a vécu ce matin. Et puisque la rédaction de Radio Equinox a été alertée, finalement l'équipe s'est rendue sur le terrain. Je suis arrivé, j'ai vécu. Ça fait vraiment mal de constater que l'entrepreneur qui était engagé donc à mettre en place cet édifice n'a pas utilisé le matériau adéquat pour pouvoir donc mettre en place véritablement cet immeuble. Mais l'immeuble s'est effondré après la grande pluie qui s'est abattue sur la capitale hier et c'était à une certaine heure, 1 heure indue, donc dans la nuit. Mais quelques personnes qui étaient jusque au rez-de-chaussée de cet immeuble, il y avait une vente emportée. Donc les dernières personnes qui vidaient leur bière sont restées et ont été surprises d'ailleurs de voir sous les décombres. L'immeuble s'effondrer. Celui qui voulait, en tout cas, l'une des rares des 3 personnes qui étaient restées voulait fuir, mais a été rattrapé par le dernier coup et assommé. Donc c'est le premier corps qui a été sorti depuis le matin. Il y a un second corps qui venait d'être sorti également. Donc il reste un 3e dans les décombres. Donc ça devient quand même très difficile et très compliqué pour ces entrepreneurs qui prennent quand même sur eux de mener des actions
tout au moins des travaux, avec un matériau aussi avec adéquat. légèreté. Mais justement, avant de partir, peut-être aussi une responsabilité à des autorités qui laissent qu'un immeuble qui n'est pas encore terminé, que des gens installent une vente emportée au rez-de-chaussée, ça prête quand même à se poser plusieurs questions. Alors autre chose, c'est que la communauté, en tout cas on a interrogé l'un des responsables de la communauté, qui est l'un des adjoints, en tout cas le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, qui dit n'avoir pas été au courant de cet immeuble. Pourtant, il passe devant cet immeuble tous les jours. C'est d'ailleurs le voisin, on a appris selon les sources que c'est l'un des cousins même de ce délégué adjoint du gouvernement et qui n'habite pas loin de là, mais qui a commencé à faire les travaux. Il y a pratiquement 3 immeubles du genre qui évoluent de la sorte, mais on constate que celui du premier fils, puisque c'est un parent qui a voulu construire des maisons pour ses enfants, donc c'est l'un des voisins ou des cousins même à l'un des délégués adjoints du gouvernement. Il n'y a pas de permis de bâtir pour cet immeuble qui allait déjà à 3 niveaux et qui devait même aller peut-être plus. Et voilà que le drame est arrivé. Le drame est arrivé. Il y a 3 morts finalement, selon les sources officielles, et même ce que nous avons constaté sur le terrain, et même les voisins qui ont quand même alerté qu'il y avait 3 personnes dernières assises là au moment où le drame est survenu. Merci Flavien pour ces précisions. De toute manière, nous allons prendre les avis de nos panélistes sur ce triste événement. Je le rappelais, qui fait partie d'une longue liste des immeubles qui s'effondrent au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe? On va le demander à ces chers messieurs qui nous accompagnent donc ce dimanche. Mais d'abord, je vous les présente. Nous avons sur notre plateau ce dimanche Maître Patrice Monté. Bienvenue sur notre plateau, monsieur. Bonjour madame, merci de m'inviter. Je suis heureux d'être là. Alors je précise que vous êtes avocat au barreau du Cameroun et que vous êtes ancien bâtonnier. Parfait. Merci à vous d'être là avec nous. Edmond Kamga, notre consultant maison. Bienvenue sur notre plateau une fois encore. C'est toujours avec plaisir que je reprends présent, n'est-ce pas, sur ce plateau pour donner notre analyse de l'actualité nationale et internationale. Oui, je précise juste que vous êtes journaliste et que vous êtes le chef service politique et politique internationale à la Nouvelle Expression. Tout à fait, Albertine. Alors, nous avons également honorable Étienne Soman qui est avec nous. Bonjour messieurs, bienvenue sur votre réponse. Alors, je précise que vous êtes ancien député UPC. UPC, faction, CODOC, UPC. Il y en a tellement qu'il faut peut-être préciser. Merci de m'avoir invité. Je suis membre de l'UPC. Normalement, quand je suis sur un plateau de télévision, on ne doit pas me demander de quelle faction j'appartiens, puisque je m'appelle UPC en réalité. Parce que je suis le seul en Konsamba qui a été élu secrétaire à l'organisation, donc après Kodok. Secrétaire général, secrétaire à l'organisation, Étienne Soman. Les autres, c'est des UP6, parfois, qui ne le sont pas. Donc, j'appartiens à l'heure actuelle avec le professeur Bahebek. Le professeur Bahebek qui est le secrétaire général. Et comme je vous ai entendu parler de la démocratie, des manifestations, des projets pour réorganiser les manifestations, je vous parlerai de ce problème au moment venu. D'accord, mais déjà nous comprenons que c'est quand même UPC Code, donc vous ferez la précision tout à l'heure. Alors sur notre plateau également, Maître Fidèle Djoublessi, bonjour. Bonjour, bienvenue Albertine. Sur notre plateau. Merci, c'est un plaisir renouvelé de revenir sur votre plateau. Oui, déjà un habitué quand même. Vous êtes aussi avocat au barreau du Cameroun et militant du MRC. Oui, je suis militant du MRC et l'un des cadres dans la région du Littoral 1. D'accord. Et nous travaillons pour l'implantation du parti et nous nous apprêtons pour les échéances à venir. D'accord. Alors, messieurs, je le disais, pour débuter cette émission, une réaction quand même à ce que nous avons vu tout à l'heure, cet immeuble qui s'est effondré à Ndokbat, lieu-dit pharmacie Ndokbat, un immeuble de 3 niveaux. On rappelle, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Il y a tout juste une semaine, quelques jours, un peu plus, un immeuble s'effondrait de la même manière à Yaoundé. C'est le cas récurrent, c'est des cas qui arrivent régulièrement déjà à Douala. Alors, Edmond Kamga, quelle est votre première réaction quand vous voyez ces images aujourd'hui? Oui, d'abord, nous adressons nos condoléances aux familles des victimes. Parce que chaque fois qu'il y a des victimes, on ne cessera jamais de le pleurer, de le déplorer, quelles que soient les circonstances dans lesquelles ces victimes sont tombées. Ensuite, il faut dire que ce qui se passe, ce qu'on a vu tout à l'heure sur les images, montre très bien qu'il y a véritablement un problème à résoudre, n'est-ce pas, dans nos communes, dans nos communautés. Ce n'est pas seulement à Douala. On a également assisté à ce genre de situation à Yaoundé. Et malgré des mesures qui ont été prises de sensibilisation, on se rend bien compte que cela continue et ça commence à poser problème. Il faudrait donc que les principaux responsables puissent taper du poing sur la table
Parce que dans le cas d'espèce, si je m'en tiens à ce que nous a dit notre collègue Flavien Dongo tout à l'heure, la situation est même plus grave. Parce que, visiblement... Il n'y aurait pas de permis de bâtir, par exemple. Il n'y aurait pas de permis de bâtir. Et ce serait, n'est-ce pas, l'un des parents de quelqu'un qui sait de quoi il s'agit, qui sait ce qu'il faut pour pouvoir bâtir un immeuble de cette catégorie-là. Je trouve que c'est quand même assez gros. Et je pense qu'il faut très vite qu'on puisse, au niveau des responsabilités, savoir ce qui s'est effectivement passé, et puis que des mesures soient prises pour établir effectivement toutes les responsabilités, et s'il y a des personnes à sanctionner, qu'on puisse les sanctionner, pour que cela ne se répète plus. Et pour terminer, pour chuter, je dois dire, il faut enfin que l'on puisse donner à tout seigneur, tout honneur. Il y a quand même des architectes, il y a des urbanistes, il y a des responsables qu'on doit associer à la construction des bâtiments. Pourquoi non? Visiblement, j'ai l'impression qu'on ne les a pas associés. Parce que tel que l'immeuble a été construit, tel qu'il est tombé aussi facilement, cela montre bien que cela se fait, comme on dirait, au quartier. D'accord. Alors, Maître Patrice Monté, une réaction, on le disait, ces récurrences qui arrivent, on ne parlerait peut-être pas d'une épidémie des fondements d'immeubles. Comment est-ce qu'on peut comprendre le phénomène aujourd'hui qui devient, nous disions, assez préoccupant? Oui, madame, vous me permettrez d'abord de vous dire que si je suis ici ce midi, c'est du fait de la volonté du bâtonnier Nyekanga qui, retenu par ses obligations, n'a pas pu être là. Et je regrette bien sûr qu'il ne soit pas là, mais je suis heureux qu'il ne soit pas là parce que ça me donne le plaisir de vous voir. Et donc de parler de la question qui nous intéresse. Alors, d'un mot, après ce qu'a dit fort pertinemment Edmond Camilla, moi je suis sidéré par le niveau de déliquescence de notre État et de notre administration. Parce que ce qui se passe, la recrudescence de ces immeubles qui s'effondrent tous les jours, comme si ça tombait à Gravelotte, me laisse vraiment circonspect. La première question, là on nous dit qu'il n'y aurait pas de permis de bâtir, ce qui est très grave. Mais quelquefois, il peut y avoir un permis de bâtir qui est donné dans des circonstances malvenues. Alors, le problème de fond qui se pose, il faut que nous redevenions sérieux, que l'État fasse son travail, que ça soit un État régalien qui pose des règles. Car en vérité, ce que l'on constate, les gens construisent dans des zones qui sont interdites, on construit sur des drains, on construit partout. Dès qu'il y a la première pluie, il y a des conséquences comme ça. Et vous l'avez dit au seuil de votre émission, comment peut-on imaginer qu'un bâtiment en construction soit déjà exploité pour le besoin du public? C'est quand même un débit de boissons, suppose qu'il y ait des publics, il faut qu'il y ait une réglementation, la police doit vérifier à quelle heure on ferme, l'administration doit autoriser la vente des boissons, etc. Donc c'est vraiment la fuite en avant. J'ai l'impression que nous vivons, j'ai peur, quelque chose de dramatique, et peut-être est-ce le début de la fin d'un système. Maître Fidèle Djoubé, c'est une réaction, le laxisme des autorités sur des questions essentielles. On n'arrive pas à avoir des permis de bâtir, parfois on les a le bâtonnier le disait, de manière très peu orthodoxe. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec tout ce qu'on voit, ces immeubles qui s'effondrent, on dirait des spaghettis qui tombent tout simplement? Oui, comme mes prédécesseurs ont relevé, ça pose un problème de gouvernance locale. Et il y a la loi de 2004 qui porte urbanisme, organisation de l'urbanisme dans nos centres urbains et qui donne les prérogatives aux autorités locales, c'est-à-dire aux maires de veiller à ce que toutes les constructions respectent les règles de l'urbanisme. Donc, il se trouve que la décentralisation qui nous a été proposée, étant vantée par le régime en place, n'est pas en application et les autorités municipales n'ont pas toutes les prérogatives parce que sur le plan de l'application des lois sur la décentralisation, tout n'est pas fait et ça se fait toujours à compte-gouttes et ça pose problème. Non, nous pensons que le pouvoir central doit se détacher de cette centralisation du pouvoir jacobin, pour que nous puissions vraiment, au niveau des affaires locales, contrôler tout ce qui se passe. Et parce que dans la loi de la décentralisation, il y a des possibilités pour qu'on puisse contrôler tout ce qui est sur le plan des affaires locales. Donc, c'est un problème de bonne gouvernance au plan local. Parce que si la décentralisation était entrée complètement en vigueur, au niveau de la mairie, il devrait y avoir des services techniques qui doivent contrôler les normes de construction
et veiller, comme disait le bâtonnier tout à l'heure, avant qu'on entre dans ce bâtiment, qu'il y ait des certificats. Est-ce que les mécanismes qui existent déjà sont appliqués comme les mécanismes sont là, mais on ne les applique pas. On ne les applique pas tout simplement parce que le pouvoir, le régime actuel est totalement centralisé au niveau central du pouvoir central à Yaoundé, et au niveau local, les autorités locales n'ont pas toutes les compétences, n'ont pas tous les moyens pour le faire, parce que le transfert des compétences suppose aussi le transfert des ressources, qui doit donner des moyens aux autorités locales de pouvoir bien assurer leurs fonctions. Mais peut-être aussi, honorable Etienne Somane, la faute revient également à ceux qui construisent ces maisons. On sait quand même que pour avoir une maison, il faut s'assurer qu'on a un permis de bâtir. C'est aussi la responsabilité de ceux qui mettent ce type de maison sur pied. On ne va pas attendre chaque fois que le gouvernement vienne nous dire de sécuriser un bien comme celui-là. Etienne, qu'est-ce que vous en pensez? Permettez-moi d'abord d'adresser un bonjour à mes amis UP6 du Voury, qui ne m'ont pas vu depuis longtemps. Je suis sûr qu'ils sont heureux de m'entendre parler de notre parti. Permettez-moi de leur adresser ma gratitude, et ma gratitude à tous les citoyens, à tout le peuple de ce pays, de cette ville. Maintenant, quand vous me posez la question sur les fondements de cet immeuble, l'immeuble a 3 niveaux. Ça veut dire qu'on l'a vu grandir, on l'a vu monter sans permis de bâtir. Mais qu'est-ce que vous appelez le mauvais régime? Définissez-moi d'abord ce que vous appelez le mauvais régime. Voilà les caractéristiques d'un mauvais régime. C'est-à-dire que les maisons sont bâties sans protection, sans permis de bâtir, et parce qu'on a donné quelque chose derrière, on autorise à quelqu'un de construire une case sans matériaux nécessaires, sans que cette maison, qu'on ait regardé que cet endroit est approprié pour construire cet immeuble. Et la personne qui construit elle-même? La personne qui construit elle-même, elle ne regarde, puisqu'elle ne doit certainement pas connaître l'état des lieux. Elle pense, tout ce qui l'intéresse, c'est d'avoir un immeuble. Bon, utiliser les voies et moyens pour construire son immeuble. Bon, mais moi je vous dis que tout ça, c'est les attributs d'un mauvais régime. Quand le régime est mauvais, tout cela concourt à ce que nous voyons que ce régime est mauvais. La corruption, parce que ce type qui a eu la maison construite sans permis de bâtir, certainement qu'il a corrompu quelqu'un. D'accord. Voilà la situation. Merci d'avoir réagi à cette information de dernière minute. Nous allons donc rentrer dans le vif du sujet, celui qui était prévu pour cette édition de droit de réponse. Je le disais, nous allons commencer par ce projet de loi portant code pénal qui est donc en examen à l'Assemblée nationale depuis lundi dernier. Je le disais également à l'entame de cette émission, l'ordre des avocats a fait une sortie dans laquelle, à l'issue de laquelle il demande que ce projet soit retiré du Parlement pour des irrégularités qui auraient été constatées par les hommes de loi. Edmond Kamgia, avant la sortie des avocats, déjà, lorsque la presse s'empare de ce projet de loi qui est donc en examen à l'Assemblée nationale, elle relevait déjà des irrégularités, des incongruités dans ce texte-là. Alors, comment est-ce que vous avez perçu la position de la presse cette semaine par rapport à ce sujet? Effectivement, la presse, comme dans le passé, a joué son rôle d'éclaireur, d'avant-garde. La première sentinelle, c'est la presse camerounaise. Et vous avez pu le constater, la grande une de la plupart des quotidiens portait justement sur ce projet de loi qui a été soumis à l'examen des députés de l'Assemblée nationale. Et il y a 2 choses, globalement, que la presse a observées et remarquées. La première chose, c'est que visiblement, c'est comme en catimini ou en embuscade que ce document a été présenté aux députés. La manière de le présenter, ça, la presse l'a constaté dans les écrits. Et puis, la presse a également constaté une seconde chose, qui va précéder d'ailleurs la sortie, je crois, du barreau, c'est que visiblement, on n'a pas associé la plupart des maillons de la chaîne, n'est-ce pas, qui fonctionnent dans l'appareil judiciaire. Parce que dans le cas d'espèce, il fallait associer l'ensemble, n'est-ce pas, des maillons de la chaîne, des acteurs qui jouent un rôle prépondérant, n'est-ce pas, au niveau de la fonction
de l'appareil judiciaire, au niveau de l'administration de la justice, il n'y a pas que la magistrature, il y a également les auxiliaires de la profession, il y a notamment le barreau, les avocats, il y a les notaires, il y a les huissiers. Et justement, après la sortie de la presse, qui a remarqué qu'il n'y a pas eu un consensus avant que ce projet soit déposé, parce que même la société civile a été alertée. Les organisations de défense des droits de l'homme étaient également surpris, parce que dans le passé, vous savez qu'il y a eu beaucoup de propositions qui étaient faites par la société civile elle-même pour faire améliorer non seulement le code pénal, mais également le code civil, si on peut le dire ainsi, au Cameroun, parce qu'il y a un grand débat également sur le code civil camerounais. On en reviendra peut-être dans le cadre de ce débat. Donc voilà un peu les choses qui ont attiré, n'est-ce pas, la presse écrite en particulier, l'audiovisuel qui a suivi, pour dire qu'en réalité, il y avait problème quand même. Il y avait problème. Alors, Maître Patrice Monté, avant d'en arriver sur le fond, les revendications de l'ordre des avocats, je voudrais qu'on s'intéresse un peu à la forme. On l'a dit, l'ordre des avocats a fait une sortie dans laquelle il s'inquiétait du fait que les spécialistes, les experts n'aient pas été associés à la formulation, je peux m'exprimer ainsi, de ce projet de loi. Seulement, aucun texte, vous allez peut-être nous rassurer, ne prévoit qu'on informe, alors qu'on associe peut-être l'ordre dans de tels projets. Il faut nous dire dans quelle position l'ordre se base-t-elle. C'est vrai que dans la sortie du mémorandum du bâtonnier, il a parlé de bonne gouvernance, il a parlé de règles de courtoisie. On voudrait bien comprendre, est-ce qu'il y a un texte qui oblige le gouvernement à utiliser une telle démarche aujourd'hui? Non, pardon, je vous rassure tout de suite en disant non. Alors, la revendication, elle se base sur quoi? Attendez, il faut que nous soyons loyaux lorsque nous intervenons sur un plateau de télévision. Je répète qu'il n'y a aucune obligation pour l'État camerounais ou pour le gouvernement de consulter le barreau. Il faut que les choses soient claires. Mais je voudrais dire également,